silencieuse en plus. Retiene la tarjeta. Deux caméras sont surchauffe. Il y en a qui disent que c'est un véhicule pas fiable. Mais tu vois, je me suis fait piquer mes plaques d'IMAT. Ce qui est un tout petit peu embêtant quand même parce que je dois traverser 3 pays et faire à peu près 1600 km. Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on attaque le sujet du C4 Grand Picasso ou Space Tourer. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent encore à cette voiture là. Ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai eu des galères avec le PureTech, mais j'ai eu aussi énormément de bonheur. Il est temps de partager mon avis avec toi. Mais avant ça, abonne-toi et like si tu y es pas. Et puis bah, les plus habitués, les abonnés, merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement. On attaque. Mais avant ça, je vais te raconter un tout petit peu ma vie. C'est parti. Ici, on est en Pologne et c'est justement parfait de parler de cette voiture-là parce que j'ai fait énormément de routes, presque 5000 km en moins de 3 semaines. Autant te dire que au niveau du dos, les idées sont encore toutes fraîches et il est temps d'en parler de ça aussi. 3 semaines que j'essaye de te faire cet épisode, impossible de se poser quelque part. J'avais toujours un mec qui se mettait à côté de moi ou à côté de la bagnole. Les prises de drone, c'est une vraie catastrophe. Et une fois que j'étais tranquille, très tôt le matin, j'avais tout le temps une balayeuse qui se mettait en route pour me faire chier. Putain, c'est quand même incroyable. Je veux tourner mon truc et lui, aujourd'hui, il doit nettoyer. Bordel de merde. Le seul endroit où on me fait pas chier, dans l'immédiat, c'est ici. Donc on va le faire au milieu d'un champ. Derrière, tout ce que tu vois, c'est la Basse-Silésie. La Basse-Silésie, c'est la région de la Pologne, équivalente un tout petit peu au Nord-Pas-de-Calais français. Bravo pilote! Il y a aussi 4 ans, en Espagne, exactement jour pour jour, presque à l'heure près, j'ai pris à l'époque la décision de créer cette chaîne-là. La première voiture que j'ai filmée, mais que j'ai postée en deuxième véhicule, parce que je pensais qu'il n'était pas trop à la mode, c'était un C4 Space Tourer. À l'époque, c'était le 2 litres HDI 150 chevaux, Shine, exactement identique à celui-là, sauf qu'il était un tout petit peu plus vieux et beaucoup plus kilométré. Regardez le début de cette chaîne-là et vous verrez qu'en fait, le Space Tourer et la première vidéo, le 3008, qui est théoriquement plus à la mode, eh ben, ils ont à peu près le même chiffre de visibilité. Or, le C4, je l'ai posté beaucoup plus tard, même si il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau des chiffres YouTube. En réalité, il y a 2 mois d'écart en fait au niveau du post. Donc, je me dis que c'est quand même un véhicule qui intéresse énormément de gens. Surtout cette série-là, parce que c'est la série la plus aboutie, même si elle dispose d'un moteur 1 litre de PureTech 130 chevaux, accouplé à une boîte 8 rapports. Ne t'excite pas sur ton petit clavier parce que je sais que tu vas me marquer que le moteur c'est une grosse Oui, il jouit pas d'une réputation sans faille, mais c'est pas non plus une grosse merde par rapport au PureTech 1 litre 6. Bah oui, parce que les deux s'appellent maintenant pareil. L'autre il s'appelle en fait en réalité le THP. C'est de la merde. On va parler des problèmes qu'il a parce que j'ai eu des soucis avec ce moteur là, j'ai eu des soucis avec le réseau Citroën, donc on va en parler de ça et c'était solutionné aussi par le réseau Citroën que je remercie parce que ça s'est bien passé. Mais on était hors garantie. Aussi c'est intéressant de répondre à certaines de tes questions. Est-ce que c'est une bonne voiture ou une mauvaise voiture par rapport au prix que ça coûte? Parce que ça a vachement augmenté depuis les dernières 2 années, surtout que la production elle a été arrêtée pile il y a un an, en juillet 2022. Et autant te dire que vaut mieux que tu te réserves une petite demi-heure parce que il y a beaucoup de trucs à dire quand même sur cette bagnole là. Donc on est sur un millésime 2020, donc c'est un moteur 3 cylindres, 1 litre de PureTech, 130 chevaux, accouplé à une boîte automatique de 8 rapports. Tout de suite je te dis, c'est agréable à conduire. On va parler dans un instant de... Ces véhicules-là existent en 2 phases et 2 dénominations commerciales. La première phase, elle est un tout petit peu plus fade à l'avant. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai, enfin pour moi. Hein. Au niveau du bouclier avant, il y a quelques petits changements et au niveau des optiques, c'est l'éclairage qui change un tout petit peu, ou plutôt la technologie de l'éclairage. Mais le bouclier, vous pouvez constater que il y a la partie du centre qui est plus foncée et puis surtout en fait au lieu d'avoir juste des anti-brouillards dans un pare-choc, ils ont quand même mis pareil une sorte de je sais pas ce que c'est. Sur les côtés aussi il y a un tout petit changement juste au niveau du coloris, donc du coloris, des espèces d'arches derrière. Voilà, j'ai trouvé ce nom là tout à l'heure, j'ai trouvé ça cool. Et sur le phase 2 en fait c'est gris métal clair. Et sur l'ancienne génération, c'est pas gris métal clair, c'est un gris anthracite foncé. Et en général, suivant les modèles et tout, en général, c'est mat. En bas de gamme, c'est pas la même gueule. Et puis surtout, celui-là, on peut remarquer qu'il a une caméra avant qui est fixée vite fait à l'arrache. Hein. Mais ils ont trouvé une faille pour pas trop modifier le pare-choc avant. Donc voilà. La version Shine, pour moi, c'est la meilleure des versions qui est pas trop luxueuse. Parce que moi,
full cuir, en fait, je suis pas fan. J'aime bien des semi-cuir, tout simplement parce qu'on transpire quand même un tout petit peu moins en été. Tu vois, c'est pas des voitures avec une technologie du cuir qui te rafraîchit. Hein. Donc voilà. Et puis surtout au niveau du nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Autant te dire que là-dedans, le nettoyage, ça va être vraiment nécessaire, malgré que les tapis sont de moindre qualité. Donc voilà, à l'arrière, je vais pas te mentir, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'ancienne génération. Pour moi, c'est exactement la même voiture, il n'y a rien qui change, il n'y a rien. Au niveau du coffre électrique, d'ailleurs, on peut en parler. Parce que si là, il fait pas de bruit, à la fermeture, il fait un bruit dégueulasse. Et la question que je me pose, c'est s'ils ont mis un tel bruit, est-ce que si les gamins ils mettent leurs doigts entre le feu et l'aile, ça le coupe ou pas? Est-ce que tu aimerais bien mettre ton doigt juste ici comme ça quand je le ferme? Non, non. Pourquoi? Je vais me faire défoncer le doigt. Mais non, normalement, ça craint rien. Les amis, j'ai prévu quelque chose. Une reproduction de doigts. En fait, c'est une saucisse qui a été cuite un tout petit peu gelée dans le congélateur. Ce qui fait que ça fait une consistance dure. On va pas prendre un knacky parce que c'est trop moelleux. Et on va voir ce qui se passe. Vu que le constructeur, il a prévu de faire un gros bruit avec cette espèce de coffre qui se ferme horrible, ça veut dire que l'anti-pincement, peut-être, il n'existe pas. Et on va voir ça tout de suite. On fait un premier essai. Ah bah ouais, vraiment le doigt il aurait été coupé. Et vraiment elle est dure, hein. Par rapport à un doigt normal, c'est dur. Bon là ça fera juste une petite trace. Ah la knacky. Conclusion les amis, mettez pas les doigts de vos enfants dans le coffre. Il n'a pas le feu traditionnel rouge là quand tu roules derrière, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de sortir une petite image là sur le côté pour te foutre les feux de nuit. C'est vrai que c'est beau. Là à l'arrière c'est pareil, c'est un sans faute. Alors on pourrait s'amuser à enlever les logos et tout, mais quand tu regardes la gueule de ce truc là, en comme ça ou en comme ça, il fait limite agressif. En fait la seule chose qui n'est pas agressive c'est le moteur là-dedans. Mais sinon au niveau de la tête, au niveau des côtés latéraux, au niveau des ailes qui sont légèrement bombées, bah, ce monospace, esthétiquement parlant, pour une voiture française, il est très beau. Et je le placerai même en numéro 2 des monospaces que j'ai eu, parce que le premier pour moi en esthétique que j'ai possédé x3 exemplaires, c'était l'Espace 3. Je l'adorais, et pareil, quand il était sorti à l'époque, il avait fait mal, hein. Il avait fait mal, surtout nous les gamins, on piquait tout le temps les trucs sur les rétroviseurs. Tu te rappelles les grilles quand on mettait sur nos boosters à l'avant? Bah c'était l'Espace 3 en fait qui nous les fournissait. Sur la chaîne, c'est rare quand on achète les voitures clean. Nous ici on achète que des voitures qu'on répare ou qu'on refait. Et l'image à l'appui, je lui ai fait une ceinture de caisse. Il y a eu du débosselage aussi parce que bah, les portes elles étaient pliées, ça me revenait moins cher de les faire débosseler par un Italien qui était au garage. Et puis bon, ensuite je l'ai peint, j'ai réparé les pare-chocs, etc., etc. Je vais pas te raconter de conneries, cette couleur là je suis pas super fan. Cette espèce de vert bleu, la teinte normalement c'est ECN. Quand je l'ai peint, je me suis vite aperçu que c'était une couleur en fait très complexe et très chère. Tout ce qui rentre dedans en nacre, autant te dire que ça vaut la peau du cul. Nous réellement on n'a que 2 gamins, on n'est pas 7, on n'est que 4. Parfois on met de la famille dedans, c'est très pratique. Ce qu'on fait c'est que le dernier, hein, derrière, il monte carrément pas le coffre, c'est beaucoup plus simple. En revanche, bon bah il râle un tout petit peu parce qu'il a le mal de mer derrière. Oh, j'ai envie de vomir. Peut-être un défaut de ces voitures là, j'ai jamais été derrière donc je peux pas vous le dire. Et ce que j'ai remarqué sur celui-là par rapport à l'autre Shine que je vous ai filmé au tout début de la chaîne, c'est que j'ai pas les espèces de ventilateurs là, tu vois. Donc peut-être c'est des options à la carte. Ça c'est bizarre parce que sur l'autre par exemple j'avais pas de caméra avant, mais j'avais ça et je sais pas laquelle option elle est plus pratique par rapport à l'autre. Mais on va parler des options intérieures par rapport à ce que j'ai et comment ça fonctionne tout à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs que j'aime bien, mais il y a pas mal de petits trucs qui m'énervent quand même un tout petit peu. Et ça, je sais pas s'il y a que le mien qui fait parce qu'il bug, ou les vôtres le font aussi, ou celui que tu vas essayer, hein, parce que tu vas l'acheter. Donc voilà. Au niveau du rabattement du siège, rien de plus compliqué. Tu fais comme ça, tac tac, tu tires, il est rabattu. Et puis tu remets les machins. Tu remarqueras qu'il y a du sable et des miettes, c'est normal, mais tu vois, ça se fout de là à là, comme sur tous les monospaces, et après à là, donc ça va être automatiquement la merde à nettoyer. Siège très pratique. Aujourd'hui, ça, voilà, ça choque plus, mais par contre en 2013, c'est vrai que c'était quand même une révolution. Donc bravo à Citroën.
Ils ont bien géré. Tu remarqueras aussi qu'il y a du matos de fil mouillage, hein, drone et tout le bordel, mais surtout qu'il y a de l'huile. Tu veux qu'on en parle? On est en Allemagne, on a fait 2000 km à peu près, et puis bah faut faire la pointe de l'huile. Donc n'oublie pas, dans un PureTech, faut que tu te promènes tout le temps avec un bidon d'huile. Tout simplement parce que c'est un petit moteur qui suce un tout petit peu. Alors tu vas me dire que c'est pas normal. Pour faire le niveau de l'huile, il faut être bien droit. Tu vérifies. Et puis si le niveau il est pas bon, comme là, tu vois, il est pile au minimum, et ben faut faire son appoint. Dans l'immédiat, on va en rester là, et puis bah, pour un petit appoint plus tard, on en mettra encore. Alors est-ce que c'est vraiment un moteur de merde? Alors bon, il y a beaucoup de mecs qui font des TikTok, des YouTube. Faut pas acheter ce moteur là, ne le prenez pas, c'est de la merde. Le moteur au ressenti, je vous le dis les amis, essayez la bagnole. Au ressenti, la bagnole, elle se conduit super bien. C'est pas un foudre de guerre, je vous le dis tout de suite, le 130 chevaux n'est pas un foudre de guerre. Mais il assure, moteur très souple, assez coupleux. Je te l'ai dit, j'ai tracté avec, ça l'emmène. C'est pas un truc de ouf, mais ça le fait, ça fait le boulot. J'ai fait des pointes en Allemagne avec cette bagnole-là. Ça prend 200 à l'heure. C'est pas la meilleure voiture, c'est pas le meilleur moteur, mais arrêtez de dire que c'est de la merde. Parce que le gros problème de ce moteur-là, et le seul problème de ce moteur-là, c'est juste cette putain de courroie de distribution qui fait chier. Pour tous ceux qui travaillent dans un garage, vous avez vu déjà quand vous faites une distrib traditionnelle, qu'il y a déjà du dépôt qui se crée, une poussière qui se crée au niveau des carters. Et bien là, c'est pareil. Sauf que le petit truc en plus qui fout la merde, c'est l'huile. L'huile qui élargit la courroie quand elle s'imbibe. Et quand elle est imbibée, automatiquement, bah, elle se désagrège en douceur. Citroën, je pense qu'ils ont été montis, comme tous les autres constructeurs, hein, Honda y compris. Hein. Honda, c'est une marque chère pour moi, enfin tous les mecs qui me connaissent, les CRX VTEC, tout ça. Mais aujourd'hui, la dernière Civic, les mecs qui travaillent chez Honda, dites-le, hein, vous n'en avez pas en garantie là, 1 litre avec la courroie comme ça là. Ils sont emmerdés pareil. Donc je pense que le fournisseur leur a raconté des conneries sur les intervalles d'entretien. Il y avait moyen d'aller loin, tu vois. Et on voit qu'au final, non, ça va pas loin. Parce que moi, la courroie, on va en parler tout de suite maintenant avec Citroën, ce qui s'est passé. Mais moi, la courroie, j'ai eu déjà des problèmes de pression d'huile à 55 000 km quand je suis venu l'année dernière ici avec le véhicule. Et au début, j'ai fait une vidange ici au black par un type. Ça s'est calmé et le défaut il est revenu. Donc voilà, la crépine était bouchée, bref. Donc j'ai eu beaucoup de cul de ne pas péter le moteur. Mais ce que je veux dire, c'est que les intervalles d'entretien sont trop loin. La vidange, c'est maximum 15 000 bornes qu'il y a ce putain de start and stop qui fait chier. Donc du coup, quand la voiture s'éteint, elle se rallume, bah, automatiquement ça tire sur le moteur. L'huile, elle est trop fluide. Et en plus, sur le PureTech, putain, on a une courroie. Donc Citroën, en plus, ils ont sorti une petite patte, hein, que tu fous là, tu vois, pour mesurer ta petite courroie de mes couilles. Donc la petite patte, elle vaut 15 balles. En gros, si ta petite patte, tu vois, si elle rentre dans la courroie elle est bonne. Si elle ne rentre pas, eh ben autant la changer. Pourquoi j'ai eu ce problème là? Bah parce que j'avais une courroie un peu chiatique que Citroën ils ont mis. Pourtant le véhicule il est de 2020. Théoriquement à partir de 2018 les PureTech sont plus concernés par ce problème là. Eh bah si les amis, en fait à mon avis tous les PureTech avec toutes les courroies de distribution qui plongent dans l'huile sont concernés. Bon, il y a une abeille là. Bon, t'arrêtes. Alors là, tu vas me dire tout de suite, ouais, mais cri-cri, moi je bricole pas ma voiture, je m'y connais pas, je l'emmène en concession, voilà, je leur fais entièrement confiance. Alors méfie-toi, attention. Si ton véhicule il est en garantie constructeur, théoriquement il n'y a pas de problème si tu as tous les rapports d'entretien chez eux, enfin voilà, normalement ça passe crème. Faut juste rouler au sans plan, parce qu'ils vérifient apparemment. Pas d'éthanol, tu mets pas d'éthanol. Et puis surtout, bah, les vidanges. Donc théoriquement, si elle a 2 ans, donc ça passe. Si par contre, en revanche, tu es hors période de garantie du constructeur, mais tu n'as pas dépassé 100 000 km et 6 ans, normalement c'est pris en charge aussi. Ah ouais, c'est pris en charge, c'est comme ça. Mais ils vont te mettre la misère. Attention, ils vont pareil, vérifier si le véhicule a roulé à l'éthanol, je ne sais pas comment ils vérifient, mais ils vont vérifier. Ils vont vérifier toutes tes vidanges. Et justement, moi, ils ont essayé, donc
Pas le concessionnaire, hein. Ça c'était beaucoup plus haut. Mais le concessionnaire que moi il m'a pris, le mec, je vous le dis, il est amer. La ville c'est 41 500, le code postal, c'est un Citroën. Une pépite, il est au top. Il est au top. Avant c'était un véhicule Groupama. Et ce véhicule-là, bon bah il y a l'une des vidanges qui a été dépassée genre de 1000 km. Et ils ont essayé de me faire comprendre qu'à cause de ça, la courroie était niquée. Donc bah moi j'étais pas d'accord. Et je leur ai bien fait comprendre que moi, s'ils me cassent les couilles, bah c'est pas compliqué. Et il va rester sur des briquettes dans leur cours. Expertise contre expertise, re-expertise, enfin bref, jusqu'à temps qu'ils comprennent que bah, ils sont fautifs, parce qu'on sait tous que les courroies c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite, les mecs chez Citroën ne me connaissent pas. Peut-être qu'ils m'ont connu via les autocollants qu'il y avait sur la voiture, parce qu'il y avait des autocollants dessus, de la chaîne. Mais sinon ils me connaissent pas, il n'y a pas de, tu vois, je suis pas passé en piston par exemple. Il n'y a pas de ça, sinon je vous le dirais. De toute manière, les types qui reconnaissent la voiture en interne, vous le savez aussi. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, ils m'ont fait vidange, courroie de distribution, électrovanne, et entre parenthèses, électrovanne, parce qu'en fait, il y avait un truc, tu sais, avec la pompe à vide là-dedans, qu'il faut faire très très attention, ça peut le boucher, t'as plus de frein après, automatiquement ça touche ta sécurité, donc voilà, ça rigole pas, c'est pour ça qu'ils le font, sinon je pense qu'ils le feraient pas. Tu vois, je te raconte pas de conneries, regarde, il y a une moissonneuse batteuse qui vient d'arriver, bordel de merde, et ça fait qu'une demi-heure que je suis là. T'as entendu le bruit de ferraille? Ça, c'est de la finition. Au niveau des jantes aluminium, sur la plupart des C4 Grand Picasso, si vous avez une gamme un peu plus supérieure que la moyenne, vous aurez automatiquement des jantes noires sur le fond, polies sur l'extérieur. Bon, ce modèle-là, il est traditionnel, il change un tout petit peu des anciens où c'était des bâtons tout droits. Mais j'aime le vernis avant de partir. Tu vois, donc là, ça, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais on voit des traces de disqueuse. Je l'ai fait sur les 4, tout simplement parce que les 4 étaient complètement broyés par les trottoirs. Alors il suffit juste d'une petite rayure, mais avec l'humidité, le sel, la poussière des freins, tout de suite à l'intérieur ça devient noir, c'est irrécupérable, il faut les refaire. Encore une fois, si vous achetez une voiture comme ça, si le vendeur vous dit que c'est rien, ne l'écoutez pas. Ne fuyez pas, mais essayez de négocier un maximum le prix, parce que vraiment il y en a pour une blinde de les refaire faire. C'est pas juste un petit coup de gris à mettre, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc faites attention. Faites aussi attention aux pneus. À la base de la base aussi, j'étais équipé avec les pneus Cross Climat, d'accord? Sauf que la voiture, elle avait des gros bruits de roulement. Il s'est avéré que les 4 pneus étaient légèrement déformés sur le milieu, ce qui faisait qu'il fallait remplacer les 4. J'ai eu les 4 pneus fournis par le vendeur, d'accord? Donc du Continental et du Michelin à l'arrière. Mais faites attention quand même, parce que vous pouvez cibler juste un roulement. Après, bah, il s'avère que c'est 4 pneus et c'est pas du tout le même tarif de changer les 4 pneumatiques ou 2 pneumatiques avec l'équilibrage et la pose qu'un juste un roulement, d'accord? Donc soyez vigilants, les Cross Climat c'est des très très bons pneus, mais s'ils prennent un tout petit peu de vitesse, s'ils prennent un tout petit peu d'usure, en général ils se déforment sur le centre du pneu, ça fait une légère bosse et automatiquement ça fait wow, 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 wow. Alors par quoi commencer? On peut déjà commencer par le fait que peu importe la gamme ou plutôt la finition que tu auras sur ce véhicule là, les plastiques inférieurs sont les mêmes. Bon, cette partie là, je vais être honnête avec toi, elle est sympa, tu vois. C'est légèrement moelleux comme le tableau de bord. Là, tu as une petite déco. Je ne sais pas à long terme si ça va tenir longtemps, mais sur les anciens, les phases 1, je vois que ça se décolle pas trop. Donc, je trouve que ça vieillit bien. Et la partie inférieure, par contre, c'est du plastique qui gratte, tu vois. Plastique à la chinoise un peu. Plastique bas de gamme, partout, là, là-bas et derrière. Alors, pourquoi je te le montre? Tout simplement pour te prévenir qu'il faut faire attention quand tu le rayes, il est facilement abîmable, surtout quand on rentre dans la voiture à ce niveau-là, tu vois, ou à ce niveau-là quand tu lui mets un petit coup de clé. Alors ça se rattrape avec des produits X ou Y en rénovation plastique, mais parfois quand la rayure elle est trop profonde, il faut repeindre et il n'y a pas le choix, ou le remplacer. Donc voilà, je te le dis. Après, ce qui est abusé sur le mien, bah, c'est que le tapis déjà il est mort. Alors là c'est exactement pareil, sur la 508 j'ai le même problème et sur le C5 Aircross j'ai eu le même problème. En fait leur tapis c'est pas assez gros, c'est fin. Ils ne prévoient pas ça comme les Allemands à la vie de la voiture, mais je pense qu'à 100 000 km il faut tout remplacer. Au niveau du siège et de tout ce qui touche le conducteur, c'est très confortable. Le confort à cause de ces appuis-têtes est bon et l'accoudoir il est bien positionné. On peut régler le volant dans toutes les positions. Tu vois, tu règles la hauteur, tu règles la profondeur, donc ça va. Putain, depuis tout à l'heure je suis dans la bagnole et je me dis mais le moteur il fait un drôle de clac-clac. Et c'est la moissonneuse batteuse qui claque là-bas. Ouf, j'ai failli arrêter l'épisode. Je suis plutôt têtu et j'ai continué cet épisode-là, mais après vérification des images, réellement, je pouvais pas vous mettre ça. Vu que tu fais partie de la famille et tu as dépassé les 20 minutes de cette vidéo, ce qui est déjà un exploit, je vais te mettre d'abord les images de ce qui m'est arrivé
juste avant le départ en France. Et attention, c'était vraiment le jour même du départ. Ça n'arrive pas tous les jours et j'ai envie de partager ça avec toi. To było jakoś oficjalnie i koniec. Dziękuję. Dobrego weekendu, do widzenia. Les amis, cet épisode devait se terminer autrement. Ou plutôt, il aurait déjà dû être fini. Mais tu vois, je me suis fait piquer mes plaques d'IMAT. Ce qui est un tout petit peu embêtant quand même parce que je dois traverser 3 pays et faire à peu près 1600 km. C'est là qu'on va voir si réellement je vais faire péter sans les plaques. Que ce soit en Pologne, en Allemagne ou en France. Normalement, pour territoire polonais, j'ai ce petit papier. Tu vois, c'est une déclaration comme quoi je me suis fait piquer mes plaques et puis bah, plus ou moins, les flics d'ici m'autorisent de rouler pendant un certain temps vu que le format de mes plaques n'est pas possible d'être fait sur le territoire polonais, d'accord? Donc, ils m'ont conseillé quand même de mettre un petit scotch avec mon pauvre numéro, mais penses-tu, je vais pas le faire. D'une, parce que bah, je suis bien curieux de savoir si je vais me faire péter par les Allemands. Et de deux, c'est plus rigolo comme ça pour les radars quand même. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Et pendant qu'on y est, en plus, on va tester le confort du Picasso quand il est chargé. On va faire toutes les consommations. Et puis bon, ensemble, on va traverser l'Allemagne. Et on verra si les enfants sont bien derrière. Et si ma femme, elle est toute heureuse et toute contente. Allez, suis-moi dans cette aventure de dingue. Et on verra réellement si les forces de l'ordre dans toute l'Europe sont compétentes contre des trafiquants comme moi, car j'ai quand même 3 paquets de cigarettes à emmener en France pour les fumer tranquille au bord de la Loire. Allez, go! Dans l'immédiat, en tout, on a fait de la France à l'Espagne et de l'Espagne à ici 4770 km, en sachant que j'ai énormément roulé à l'éthanol sur le territoire français, vu qu'il y a de l'éthanol là-bas à 100%, la consommation elle était un tout petit peu plus supérieure. Et pour tout ce qui concerne l'Allemagne et l'Espagne, bien évidemment, bah, déjà en Espagne, je tartinais à 140, 145, et en Allemagne, bah, dès que c'était limité, je lui mettais sa mère. Donc, je trouve que c'est pas une consommation énorme. Pour la consommation, juste l'Espagne et la Pologne, on est sur 3118 km et 7 litres 7 au 100. Pareil, en France, j'ai mis de l'éthanol et puis ensuite, bah, tout ce qui est Allemagne et Pologne, bah, on a tourné au samplon 95 parce que d'une, on n'a pas le choix et de deux, bah, il est beaucoup moins cher. Pour te dire que par exemple ici, avec le taux de change à 1 euro contre 4,4 zloty, on est à 1,48 du litre de samplon. C'est abusé. En sachant qu'en France, ça vient d'augmenter et on est à quoi? Presque 2 balles. 1,90 € je crois. Donc c'est complètement la merde en France. Quand on va rentrer, ça va nous faire bizarre à faire le plein à 100 balles. Donc autant te dire que j'arrêterai pas de mettre de l'éthanol, je continuerai. Donc voilà, attends, on doit tourner où là? Oh là, là c'est là qu'on doit tourner. Les amis, bientôt on va traverser la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. J'ai fait la point d'essence, bah, bien évidemment vu que c'est le moins cher, donc voilà. Là je suis sur une petite station qui est pas sur l'autoroute mais qui est sur une petite départementale pour gratter un tout petit peu sur le prix. J'ai pris un truc pour bouffer. Et je voulais juste te partager un tout petit peu les petites stations à quoi elles ressemblent, tu vois. C'est des micro-magasins avec des restaurants très très complets, des grands parkings et surtout des aires de jeu pour des enfants si vraiment ils te saoulent. Chez nous, t'as ça que dans les foires, tu vois. Ici, il y a ça. Mes gamins qui sont là-dedans, donc comme ça, ils vont foutre la paix. Tu peux te foutre à l'extérieur. C'est assez tranquille. Il y a même un truc pour les chiens. C'est propre. Donc tous ceux qui disent qu'ici, ils roulent en calèche, bah vous avez raison, ils roulent en calèche. Mais en fait, quand on fait le plein, bon, on est bien quand même. Alors les amis, pour tout ce qui concerne la visibilité pour les grands et les petits, il y a plusieurs types de personnes qui vont monter dedans. Il y aura des petites femmes, des grands mecs, des petits mecs. Moi je fais 1m73 et réellement pour 1m73 on se sent vraiment à l'aise. On a une parfaite visibilité dans cette voiture là. Alors je dis pas que c'est la seule sur le marché qui l'a, mais quand même ils étaient assez précurseurs à l'époque, surtout avec ces gros pare-brise où les pare-soleil en fait ils sont malléables au niveau de leur profondeur. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas voilà. À première vue à l'époque, sur les premières générations des C4 Grand Picasso, donc ceux des années 2012, parce que j'en ai eu un en 2012, je pensais que c'était un système qu'il allait s'enrayer, il allait tomber en panne. Réellement, c'était pas du tout le cas. Et sur celui-là, en 2 ans, j'arrête pas de les tripoter et tout. Et franchement, ça bouge pas. Bien évidemment, la voiture, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle n'est pas si vieille que ça. On verra dans 10 piges. Mais dans l'immédiat, réellement, il n'y a pas un clip, une agrafe ou un cap qui s'est coincé. Donc, tout de suite maintenant, je leur donne un 10 sur 10 là-dessus.
Pareil au niveau de la visibilité des angles morts. Franchement, les rétroviseurs, ces vitres-là, tu vois. D'ailleurs, c'est moi qui me mets... C'est quoi ce bruit? T'as roulé sur la rue. C'est moi-même qui me mets des obstacles sur les bords, mais la visibilité elle est réellement parfaite, que ça soit dans les rétroviseurs ou dans tous les angles morts sur les côtés. Je me sens vraiment bien. Vous pouvez regarder d'ailleurs derrière, j'ai plus de visibilité à l'arrière. On est chargé vraiment à ras-bord. Tu te doutes bien que sur presque 6000 km et 3 semaines, eh ben, on est obligé de prendre quelques petites affaires. Et il y a toujours les gamins qui volent une petite godasse, une petite Air Max, un truc. Donc automatiquement, les cartons, ils s'enfilent derrière. Pour tout ce qui est rétroviseur, donc les rétroviseurs centraux, tout de suite maintenant, en tant que maman, tu vas me dire, mais est-ce qu'on voit les enfants dans celui-là? Je vais te dire, à la revente, le concessionnaire, il va te dire oui, c'est pratique, on voit bien. En réalité, en fait, si tu as les gamins comme les miens qui se mettent dans les angles, avec les appuis-tête et ta tête, bah, tu vois rien dans ce miroir-là. Tu vois que le passager central, donc l'éléphant qui est au centre. C'est pas pour rien que c'est mon énième C4 Grand Picasso ou Space Tourer, j'en ai eu 6 ou 7. Tous en diesel, c'est le premier que j'ai en essence. En revanche, beaucoup d'entre eux étaient en boîte automatique. Et c'est vrai qu'à première vue, quand tu montes dans la voiture et tu vois ce levier de boîte automatique, tout de suite tu te dis que c'est de la gnognotte et c'est de la merde. Mais en réalité, franchement, c'est assez solide quand même. Si je ne l'ai pas pété, c'est que quand même c'est solide. Et puis bah, surtout, c'est très pratique au niveau de l'accès. On ne le confond pas par exemple avec le commando inférieur pour tout ce qui est essuie-glace. Donc c'est bien. Le volant il est complet, donc par rapport à l'ancienne génération des C4 Grand Picasso, il change, c'est plus un moyeu fixe. Ils ont remis les volants à l'ancienne, donc moi personnellement je préfère. L'autre en fait c'est un tout petit peu chiant, tu foutais ta montre dans le truc. Il y avait un temps d'adaptation comme sur les C5. Donc voilà, il est complet. Au niveau des menus du volant, c'est pas compliqué. De ce côté-là, on a tout ce qui concerne le son de l'autoradio, les choix, les listes et tout le bordel. En bas, téléphone. De ce côté-là, tout ce qui est régulateur, et la partie inférieure, c'est tout ce qui est mode qui s'affiche sur cet écran, tu vois. Par exemple, tu as le mode cadran, tu vois. Donc tu appuies, tu as des cadrans qui s'affichent avec toutes les informations. Tu as aussi le minimal, le personnel. Moi, j'utilise personnellement la navigation ou la conduite. Voilà, la conduite par exemple, ça te montre en gros la voiture, tu sais, avec le régulateur adaptatif. Regarde, quand je le mets en route, tu vois, ça l'active et automatiquement en fait tu peux changer de plusieurs crans avec en fait le gros bouton du volant et comme ça tu as la distance proche, normale ou lointaine. Au niveau de tout ce qui est tablette, tout ce qui est informatique, électronique, enfin tu vois tout ce qu'on voit, tous les écrans, pour les plus anciens c'est vrai que ça va être un tout petit peu bazar, mais réellement Citroën et Peugeot, parce que c'est à peu près la même configuration au niveau de la partie inférieure, c'est à peu près pareil, ma 508 a ces mêmes menus, donc autant te dire qu'en presque 10 piges ça a quasiment pas changé, donc ça veut dire que c'est quand même très pratique et le retour client il doit être positif. Mais pour la tablette inférieure, on va commencer. Donc sur le premier bouton, quand tu appuies, tu as la ventilation qui est assez complète. Donc tu as la clim, tu vois, tu peux activer, désactiver, la chaleur sur les côtés. Et puis bah, tous les menus traditionnels de la ventile. Au niveau du GPS, ça se présente comme ça. Très facile à utiliser sur ce modèle-là, mais même sur toute la gamme PSA à partir de 2013-2014. Donc ici, par exemple, si je te mets Blois, tac, tu vas voir en temps réel, tiens, on va mettre les essuie-glaces. On va voir, tiens, sur le régulateur, pendant que je cherche la destination, on va voir si le régulateur adaptatif fonctionne. Donc vous voyez, la voiture est ralentie toute seule, c'est impeccable. Voilà, tu vois, elle se met à la vitesse de la voiture qui est devant, c'est très très bien. En plus de ça, supposons j'ai la tête en l'air, par exemple pour certains commerciaux, je lâche le volant, je fais un petit coup d'SMS. Je lâche le volant, tu vois, la voiture se remet automatiquement en ligne et grâce en fait à la détection des bandes. Donc attention, il ne faut pas en abuser. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique quand on est en train de bricoler, en train de choisir une destination quelque part. C'est vraiment bien foutu chez PSA. En revanche, quand on traverse l'Allemagne et on a tendance en fait à traverser les parties travaux où il y a des bandes blanches ou les bandes oranges, le truc, il a quand même tendance à déconner et c'est vrai qu'il a tendance quand même à forcer. Un défaut que j'ai remarqué aussi, de temps en temps il déconne au niveau en fait du fait que quand je mets le clignotant, théoriquement le volant ne devrait pas forcer sur les bandes. Parfois il le fait, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un bug interne ou pas. Peut-être. Il nous reste plus ou moins 1426 km en sachant que la carte, même si elle a été mise à jour, on est sur une partie de l'autoroute en Pologne qui est toute neuve, donc en fait on n'a pas la cartographie.
Si je pars maintenant de la nave sur un menu autoradio, tu vois, là j'ai la radio, mais là j'ai quand même l'écran de la navigation. Sur les premières phases, je me souviens que quand tu faisais ça, l'écran supérieur il disparaissait. Alors je sais pas s'il y a eu des mises à jour depuis de fait ou pas, mais en tout cas, si vous avez l'ancienne phase, marquez-moi-le dans les commentaires que est-ce que ça le fait ou ça le fait plus du tout. Ça c'est très intéressant de savoir, car moi à l'époque ça m'énervait énormément, c'était vraiment très chiant. Et c'est vrai que sur le phase 2 quand même, c'est beaucoup plus pratique. On continue, donc là on a tout ce qui est radio. Donc au niveau du choix, tu peux y aller là ou tu peux y aller sur ton volant. Voilà, tu vois, tu choisis tes menus, tes stations, enfin, il n'y a rien de particulier. Là, on a le menu téléphone. Là, on est sur le menu téléphone, je l'utilise très peu. Ensuite, toutes les interfaces connectées du constructeur et à la fin, on a les options du véhicule, donc vision 360 avec les caméras, etc. Maintien de la voie, donc ça tu peux le désactiver ou l'activer. Alors sur l'autoroute, je vous le conseille. Sur les petites voies comme des nationales ou les départementales, bon, c'est un petit peu de la merde, ça sert à rien, c'est limite plus dangereux que facile à utiliser tous les jours au quotidien. En revanche, le start and stop, ce qui est chiant, c'est qu'il faut aller dans ce menu là pour pouvoir le désactiver et il se réactive à chaque fois quand on démarre et on éteint la voiture. J'aurais préféré, comme sur ma dernière 508, avoir un bouton quelque part physique où réellement tu appuies dessus, tac, tu désactives et c'est fini. Parce que le start and stop quand même, malgré que ça fait économiser du carburant, c'est quand même de la chaise. Alors je vais pas te mentir, la voiture elle est très confortable avec les sièges maçons, en plus avec ses appuis-têtes un tout petit peu, tu vois, 3D. On est vraiment bien. Les enfants c'est pareil, sur le nombre de kilomètres, ils se plaignent quasiment pas. Donc autant te dire que la voiture elle est super confortable. Hein les enfants, on est super bien. C'est nul. On est mal partout, il n'y a même pas les sièges maçons. Écoute-les pas. Tiens. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut? Puis tes cailloux de la plage là, qu'on sait pas pourquoi on les transporte. Moi aussi j'ai fait mal au dos. Hein. Mais dans tous les cas on va tout balancer à papy et mamie. C'est par là, mamie. T'es sûr? Bah oui. Bon, on y va. Bon, bah tant pis. Alors là les amis, j'ai remarqué un truc, je me suis mis à ras la goulotte et je pense que l'électronique déconne ou il y a un problème de jauge parce qu'il me l'a pas mis à fond. Tu vois, il manque la moitié d'une barre. Et au niveau de l'autonomie, en fait, je suis pas bon là, parce que d'habitude, ça me met genre à 660 km. Et là, je suis à 580. Alors, est-ce qu'il suffit à ma vitesse constante ou j'ai un problème quelque part? En tout cas, là, ça fonctionne pas bien. Donc voilà. Bon, on est en Allemagne. C'est à partir de là que les choses sérieuses commencent avec mon histoire de plaque d'immatriculation. Donc dans l'immédiat, sur la frontière, RAS, aucun problème, il y avait des patrouilles, mais bon, ça va. Là encore, il y a pas mal de trucs de douane, mais c'est sur les 100 prochains kilomètres qu'il y a pas mal de douaniers qui sont cachés en fait sur des aires de repos et qui repèrent les voitures qui passent et ensuite ils les contrôlent. Donc si sur les 100 km je me fais pas péter, théoriquement ça devrait le faire au moins sur 300-400 km. Par contre, si je tombe sur une patrouille comme ça qui tourne en civil, bon là certainement ça va se compliquer. Bon niveau confort c'est pas trop mal quand même. Il nous reste encore 300 km et puis on sera chez nous. Elle a vachement flotté ici on dirait. Donc à niveau douane, on s'est pas fait contrôler rien. Moi j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu quelques-uns mais pas beaucoup. Donc voilà. Allez c'est parti. Donc les amis, je suis arrivé à 10 h, le temps de tout ouvrir, en mettre tout en route et puis me débarrasser des petits et tout ça.
Eh ben, 20 minutes sont passées et donc, il me reste encore 290 km d'autonomie en sachant que j'ai mis à Forbach un plein d'éthanol. Donc bon, bah, il n'a pas trop consommé en sachant que j'ai quand même bien roulé un tout petit peu sur l'autoroute. Et ensuite, j'ai pris que des nationales, un tout petit peu l'autoroute d'Artenay à Blois. Ensuite, sur le trajet total, donc ici, Espagne, Pologne, ici, donc 6170 km. La moyenne s'élève à 7 litres 2. Et Espagne, Pologne, 4510 km, c'est 7 litres 5. C'est normal, vu que bah, en fait, cette moyenne-là, elle a été prise sur le tartinage en Allemagne. Et du coup, ça va, tu vois, je suis à la mode polonaise ou portugaise d'une certaine époque où tu vois, tu montes dans la bagnole, tu fais 1600 km d'un coup et tu arrives chez toi et tu vas te coucher. Donc, avant que j'aille me coucher, deux trucs à te dire. Premier truc, la voiture, que ça soit au niveau du confort, de la tenue de route, de l'espace intérieur, de l'informatique et de l'esthétique de la bagnole, franchement, je vais vous dire, c'est une voiture géniale en tout point, tout confondu. Voilà. Il y a des petits défauts à gauche à droite, comme par exemple en ce moment, tu vois, j'ai la tablette qui a tendance au bout de quelques heures à s'éteindre et se rallumer, ou cette espèce de maintien de la voie, tu vois, j'ai failli taper un X5 sur la région parisienne dans un long virage, où encore ce volant en fait il avait tendance en fait à me tirer, je l'ai tiré dans l'autre sens et la voiture est en fait dans un virage et se déviait, et un type qui venait, j'ai failli lui faire le latéral, tu vois, donc bon bah ça a fait genre il s'est mis devant, il m'a freiné. Mais bon, il a vite compris que j'étais pas un loupard, et puis bah surtout que voilà, je me suis arrêté en même temps que lui. Je dis bah qu'est-ce qu'il y a? Il me dit bah tu t'endors. J'ai dit non, mon putain de volant il tourne tout seul. Bon, je pense qu'il m'a pris pour un fou, il a pas trop bien compris ce que je voulais lui dire. Mais en tout cas, à part ça, c'est tout. Ce qui est chiant aussi, c'est l'espèce de truc de sécurité en fait quand tu roules pendant longtemps. La voiture, elle veut absolument que tu t'arrêtes, et t'as un voyant orange en fait qui s'allume pour te dire voilà, faites une pause. Et il vous met en plus en bas un truc café, tout ça, voilà. Donc soyez vigilants, soyez vigilants. Voilà, il n'arrête pas. Et vu que c'est la même sonnerie qu'un défaut moteur, parce que c'est le même truc que j'ai eu à l'époque quand il y a eu le problème de la pression d'huile, à chaque fois tu sursautes et puis tu te réveilles, tu vois, direct. Donc ça c'est un tout petit peu relou, mais bon, c'est peut-être pour notre sécurité. À part ça, qu'est-ce que je pourrais te dire? Les essuie-glaces, vu que j'ai tartiné en Allemagne et il pleuvait en même temps, ça marche très très bien. Bon, ça doit venir des balais qui sont neufs, mais c'est vrai qu'il y a certaines voitures, sur les longs pare-brise, ça a tendance quand même à, tu sais, à soulever un tout petit peu en fait à la descente. Donc ça racle pas bien. Là, il n'y a aucun problème, réellement ça marche bien. Jusqu'à 170, il n'y a aucun problème. Au-delà, bon bah faut faire gaffe hein, quand même. Donc voilà. Au niveau du moteur, moi je vous le conseille, le 2 litres HDI 150. Pourquoi? Parce que bah, on est dans un pays du diesel, malgré qu'on essaye de nous faire croire que c'est tout le contraire. Il sera quand même plus économique, mais attention, sous réserve des petits trajets. Il peut être emmerdant avec la D bleue, il peut être emmerdant avec les catalysateurs, avec les vannes gères, etc., etc. Si tu fais que 2 km, ça vaut pas le coup de l'acheter. Et automatiquement, on revient à ce moteur-là. Qui est disponible sur ce véhicule-là, qui a une sale réputation, mais théoriquement, tu n'auras pas trop le choix si tu habites dans un centre-ville et tu veux un monospace. Tous les constructeurs font des moteurs essence un petit peu merdiques, donc de toute manière que tu ailles ailleurs, ce sera exactement la même, sauf peut-être les asiatiques comme Kia ou Honda. Mais ce que je veux dire, c'est que à part sa réputation sale, qui est prouvée à cause de cette courroie, donc il y a un réel problème, je te le conseillerais quand même sous réserve des factures si tu achètes, etc. Mais c'est un moteur d'une pas si gourmand que ça par rapport au gabarit de la voiture. Tu en as la preuve. Il pousse quand même pas mal. Il est agréable au niveau des bas régimes, des hauts régimes, surtout accouplé à la boîte 8 rapports. Donc, au niveau du ressenti du moteur, je pense que c'est un bon moteur. Je vais pas te cacher. Tiens, je vais te montrer tout de suite maintenant. Regarde, un truc. On va en parler de ça. Le sujet qui fâche, l'huile. Donc ça, c'est un bidon que j'ai acheté en Allemagne, tu vois. Je te raconte pas de conneries, tout est en allemand. Et il me reste plus que ça. Voilà.
200 millilitres. Alors, je vais pas te raconter de conneries, c'est un moteur qui a bu de l'huile pendant mon voyage. Donc, c'est un moteur qui boit de l'huile. Et si tu achètes un PureTech, eh ben, automatiquement, tu auras une consommation d'huile. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est pas normal tout ça. Alors, je pense qu'une quantité d'1 litre au 1000, comme le constructeur marque dans le carnet, c'est pas normal. Moi, déjà, j'ai bu cette quantité-là sur une trajectoire minimum d'environ 6170 km. Plus, après, il y a eu en fait ma courroie distrib qui était changée et puis il y a eu la vidange. Donc entre temps, j'ai fait 3000 km. Le garagiste a mis le niveau de l'huile un tout petit peu plus haut que la moitié. Donc automatiquement, moi j'ai fait mes niveaux avant de partir d'ici. Donc ils étaient à la moitié. Ici, le sol dans ma cour, il est à peu près droit. Donc j'étais à peu près à la moitié. Donc on a fait ici, Espagne, toute la France et en Allemagne, je me suis aperçu, et j'ai pas eu de voyant, je me suis aperçu que j'étais un tout petit peu plus bas. Donc je l'ai mis au maximum. Donc voilà, tu as eu, tu vois, à peu près 1 litre d'écart entre le minimum et le maximum. Automatiquement, tu vas te poser la question, est-ce que c'est normal ou pas sur ce kilométrage-là que moi j'ai effectué? Je trouve que, alors, que peut-être il en consomme un tout petit peu trop, et en même temps, je me dis que c'est normal parce que la voiture, je ne l'ai pas économisée, surtout en Allemagne, surtout sur les autoroutes. En sachant que c'est une toute petite cylindrée turbo-compressée. Et automatiquement, il y a certaines pertes. Et il faut partir du principe que tu te rappelles quand nous, on était gamins, dans le coffre de nos grands-parents, on voyait un bidon d'huile, un tout petit peu du liquide de refroidissement et 2-3 clés. Eh ben, faut partir du principe que de nos jours, faut faire exactement pareil. Faut avoir un petit bidon d'appoint. C'est très important de faire tes appoints toi-même. Et puis, surtout, pas avoir des petits outils, mais avoir en fait un outil jack que j'ai tout le temps avec moi. Enfin là, il est balancé je sais pas où, là-bas, tu vois. Donc je vais te mettre le truc, que d'ailleurs je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que je m'en sers régulièrement quand je pars quelque part. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est la clé à cliquer ou le Riesland d'une certaine époque. Parce qu'en réalité, quand vous partez en voyage, la plupart des pièces sur ta voiture sont bien clipsées, sont bien solides. Mécaniquement, c'est relativement rare, sauf un entretien tout pourri, que le véhicule tombe en panne vraiment mécaniquement, purement parlant. Par contre, parfois, vous pouvez avoir des problèmes d'AdBlue, des problèmes d'un capteur de merde. Et lui, en fait, il va te foutre la merde dans ton régulateur, dans un mode dégradé et tout. Et parfois, avec les petits diag à 60-70 balles, eh ben, vous pouvez vous débloquer de ça. Même si ça revient, vous pouvez le redébloquer avec votre téléphone où vous aurez votre application et tout baigne. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais par contre, en revanche, je m'en suis servi à une période, justement, sur un 2 litres HDI où j'ai eu un problème d'AdBlue, où je suis tombé en réserve. Le truc, en fait, il a cru que j'étais complètement à sec parce que j'étais dans une montée comme ça. Et à la fin, ça a fini avec un petit diag pour pouvoir tout débloquer. Sinon, j'avais plus de régulateur, malgré que le plein, il était fait. Maintenant, les amis, parlons des plaques d'immatriculation. Alors, si je suis là, ça veut dire que je me suis pas fait arrêter. Ça veut dire que t'as pas vu de flic sur la vidéo parce que j'aurais filmé en secret. Mais rien. Donc on a vu des douaniers donc sur les frontières, surtout entre la polonaise et l'allemande, qui étaient garés et tout. Mais je pense qu'ils regardaient même pas en fait. Ils ne regardaient pas, ils s'en battaient les couilles. Et on a croisé des patrouilles de police française sur la région parisienne, dans le 91 plus exactement. Et il y en a un même que j'ai doublé parce qu'il roulait à 50 au lieu de 90. Ou ils m'ont pas vu, ou ils voulaient pas se prendre la tête. En tout cas, c'est passé. Donc si j'aurais été un vilain, t'imagines tout ce que j'aurais pu transporter. Donc voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo. Moi je vais aller me coucher, ensuite je vais vider cette bagnole là. Mais en tout cas, je vous ferai bientôt une présentation de l'Audi. Donc tu te rappelles, ça c'est l'Audi que vous avez vu que j'ai réparé la fameuse boîte de vitesse. Enfin j'ai réparé, j'ai changé une prise. Et puis la 508 qui est là-bas, là, qui n'a pas encore démarré. Pareil, la 508, je vous ferai une vidéo avant de la vendre parce que l'Audi va bien remplacer la 508. Et du coup, il est temps de faire un point sur les nouvelles 508. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Une expérience de 2 ans. On va parler du 1.5 litre HDI et puis voilà. Donc j'espère les amis que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous avez des critiques, mettez-moi des critiques. En tout cas, les enfants sont bien rentrés. On les a pas laissés en Pologne, je vous le signale. Et puis pour tous ceux qui voyagent, bon voyage à vous. Et puis pour les autres, bonne reprise et à bientôt sur d'autres contenus. Ciao. Voilà tout le merdier qu'il y avait dedans. Et on a tout pris, on a voyagé avec tout. Quand je vous dis que le coffre il est gros, il est vraiment gros. Regarde tout ce que tu peux mettre. Et je suis sûr que si j'aurais forcé un peu, j'aurais mis plus.
Ça raye. Ça raye. Avance! Dans l'eau. Mais on va dans l'eau. Il nous reste encore 1200 km. Ça va?